Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Frédéric, mon covoitureur de ce matin d'ailleurs, en effet. J'ai envie de partager avec vous deux idées pour commencer sur ce thème-là. La première, c'est que je pense, moi, profondément, que les entreprises sont des moteurs indispensables à nos sociétés. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, comme certains, j'aime l'entreprise. Mais ça y ressemble quand même un petit peu. Et si on veut faire changer les sociétés, je pense qu'il faut aussi faire bouger les entreprises. Et mon expérience à moi, c'est que c'est toujours plus efficace, ou c'est souvent plus efficace quand on le fait de l'intérieur. En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté. D'ailleurs, si je n'avais pas été convaincue de ça, j'aurais continué à travailler dans une ONG, comme je l'ai fait d'ailleurs au début de ma vie professionnelle avec beaucoup de bonheur. Le souci, c'est que les entreprises, elles sont parfois à l'origine d'un certain nombre de problèmes, où elles contribuent à approfondir un certain nombre de problèmes. Et donc, l'autre chose à laquelle je crois, c'est que dans ce cas-là, il faut aussi qu'elles proposent, qu'elles fassent partie des solutions. Si je prends l'exemple de Renault, ou de tout constructeur automobile d'ailleurs, on sait très bien qu'on contribue à la pollution atmosphérique, au réchauffement climatique. Mais Renault qui invente et qui commercialise une gamme complète de véhicules électriques zéro émission, ça c'est une façon de faire partie de la solution. Frédéric, on est en plein dans le sujet, non ? Oui. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit bien comment ce que les entreprises cherchent à faire, c'est un petit peu compliqué. D'un côté, il y a des objectifs business. D'un autre côté, il y a des objectifs sociétaux, environnementaux. Si les entreprises font rien, elles se font critiquer. Si elles font quelque chose, elles se font critiquer aussi. Et c'est un peu la quête du Graal en disant est-ce qu'on peut, dans quelle mesure on peut atteindre des objectifs sociétaux et environnementaux tout en préservant les objectifs business. Une quête du Graal un peu compliquée, et dans une autre audience que celle-là, on dirait c'est pratiquement impossible, c'est très compliqué, arrêtons là. Ce qui est intéressant ici, c'est que de voir que, par exemple, dans ton industrie automobile, il y a déjà eu comme ça des contradictions qui ont été dépassées. Et il y a 40 ans dans l'industrie automobile, on disait vous pouvez avoir soit, d'une part, la qualité, soit des voitures à coût bas. Et puis il faut choisir, c'est soit la qualité, soit le coût, mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Et puis les Japonais, en l'occurrence, sont arrivés et ils ont dit, nous, on sait faire à la fois de meilleure qualité et des coûts plus bas, parce que la qualité, c'est une source de profit très importante. On va calculer le coût d'obtention de la qualité. Et ils ont craqué le modèle, ça a été ensuite suivi bien sûr par les Américains et les Européens. Ils ont craqué le modèle en disant, en comprenant dans quelles circonstances on peut faire à la fois qualité et coût bas. Eh bien, ce qu'on essaye de faire, ce que vous essayez de faire chez Renault, c'est faire à la fois des objectifs business et puis des objectifs sociétaux et environnementaux. Voilà. Mais tu avais parlé d'un deuxième point, Claire ? Ah oui, le deuxième point, oui, en effet. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que les inégalités qui se creusent, c'est un poison pour nos sociétés. Ça crée de la pauvreté. Et puis, un jour, il y a quelques années, j'ai découvert un peu incidemment que des entreprises pouvaient contribuer à réduire certaines de ces inégalités. Alors, je ne suis pas en train de vous parler de mécénat. Le mécénat, c'est quelque chose qui existe, les généreux philanthropes. C'est très bien d'ailleurs que ça existe. Je dirige la Fondation Renault. On fait aussi du mécénat. Mais là, ce que j'ai découvert, c'est que le mécénat, finalement, c'est un modèle qui, de mon point de vue, n'est pas durable, n'est pas pérenne. Pourquoi ? Parce que d'un côté, les mécènes peuvent avoir des trous d'air et donc cesser leur financement. Et puis de l'autre côté, on sait qu'un certain nombre d'ONG passent énormément de temps à aller lever des fonds. Pour toutes ces raisons, finalement, c'est d'une autre approche que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Une approche, au fond, qui serait plus pérenne parce qu'elle serait intégrée au business de l'entreprise et qu'elle aurait pour but à la fois la maximisation de l'impact social de ce qu'on va pouvoir faire et en même temps une approche réaliste économiquement parlant. Alors,
j'ai regardé, j'ai étudié un peu ces modèles-là, j'ai beaucoup discuté. Je suis allée voir aussi certains qui étaient plus en avance, comme Danone par exemple. C'est toujours bien de s'inspirer ce que d'autres font, et on le verra tout à l'heure d'ailleurs avec Frédéric. Et puis, arrivé à un certain stade de la réflexion, je me suis dit, bon, il va falloir passer à l'action. Et je me suis dit, cette idée selon laquelle les entreprises peuvent à la fois faire le bien autour d'elles et en même temps se faire du bien à elles. Alors pourquoi se faire du bien à elles? Parce que d'une part, elles vont expérimenter des nouveaux produits ou des nouveaux services. D'autre part, elles vont associer leurs salariés qui, la plupart du temps, sont absolument ravis. Elles vont développer ces modèles innovants, donc elles vont générer de l'innovation à travers cela. Bref, pour toutes ces raisons, créer cette espèce d'esprit entrepreneurial à l'intérieur des boîtes, tout ça c'est très positif et c'est très recherché d'ailleurs par les entreprises. Donc, forte de cette idée, me disant comment on passe à l'action, je me suis dit bon, eh ben, cette bonne idée, on va aller la vendre à Carlos Ghosn, parce qu'après tout, il vaut mieux commencer par le top, parce que ce qui est essentiel, c'est d'arriver à convaincre le haut de l'entreprise et puis son top management. Et là, au fond, je leur ai dit, écoutez, jusqu'à présent, finalement, on n'a jamais orienté nos activités, nos produits, nos services vers ces populations qui sont en situation de précarité. D'ailleurs, on ne les connaît pas. On ne sait pas quels sont les besoins de ces personnes, quelles sont leurs habitudes, quelles sont leurs débrouilles. Et en même temps, j'ai réussi à les amener à cette réflexion qu'on pouvait ensemble réfléchir et construire des produits et des services qui seraient adaptés à ces besoins-là. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de faire cette espèce, de construire ce consensus en interne? Eh bien, c'est parce que il faut une puissance de frappe importante pour pouvoir, au-delà des premières expérimentations que l'on met en œuvre, hein, et je dirais modestement qu'on est encore en phase expérimentale, juste un petit peu plus, mais parce que l'enjeu d'engager les entreprises dans ce type d'activité, eh bien, c'est la recherche du fameux effet d'échelle. Oui, si on prend un peu de recul, alors je sais que Hubert Reeves, ce matin, il a parcouru 14 milliards d'années en 3 minutes. C'est fort, donc moi je vais juste faire 6000 années en 2 minutes. C'est moins fort, mais quand même. C'est-à-dire, quand on regarde avec du recul, je voudrais vous faire la proposition suivante, qui est assez simple, peut-être un peu provocante, qui est de dire, c'est toujours l'organisation dominante qui, historiquement, a eu la responsabilité de s'occuper des personnes en situation de pauvreté. Ça a commencé par, je pense, le pouvoir religieux, la charité, et s'occuper des pauvres pour les principales, toutes les religions en fait monothéistes, c'est quelque chose de très très important. Et puis ensuite, le pouvoir politique est arrivé avec Bismarck, avec le welfare state. Et là, on est passé de la charité à la justice sociale. Et à chaque fois, ce qui est important aussi, c'est de voir que le pouvoir dominant s'occupe des personnes pauvres. Et indirectement, elle y trouve son intérêt. Indirectement, c'est ça qui est important. Indirectement, quand vous occupez des personnes pauvres et que vous êtes dans le pouvoir religieux, bah vous avez des âmes que vous pouvez sauver. Quand vous êtes dans le pouvoir politique, vous avez des électeurs que vous pouvez attirer. Et bien maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer en fait? C'est que le pouvoir dominant, qu'on le veuille ou non, le pouvoir dominant, c'est maintenant l'entreprise. En tout cas, c'est des couches qui se superposent. Et l'entreprise a un pouvoir très très important. Et ce que nous on pense, c'est que maintenant, c'est à l'entreprise de prendre la responsabilité de s'occuper des personnes en situation de pauvreté. Et c'est le grand apport de Mohamed Younous dans son élaboration de social business, c'est qu'elle va y trouver, l'entreprise va y trouver son intérêt. Et alors, là j'en parle d'une façon générale, mais je crois que c'est maintenant le moment, Claire, que tu nous dises ce que Renault fait en ce moment pour développer ses business models.
Alors, avant ça, je voudrais juste aller dans ton sens, Frédéric. Je pense en effet que ça fait partie de la responsabilité des entreprises aujourd'hui de s'engager de cette façon-là. Alors, concrètement, d'abord, la première chose, ça a été de se dire sur quel sujet est-ce qu'on va intervenir, nous, Renault. Eh bien, ça a été très simple. On s'est dit, notre cœur de métier, c'est la mobilité, d'une part. Et puis, d'autre part, la mobilité, c'est un vrai besoin absolument essentiel, encore plus probablement dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand des gens sont privés de moyens de mobilité adaptés à leurs besoins, eh bien, c'est un vrai bloqueur, ça peut être un frein au retour ou au maintien dans l'emploi. Ça peut vous empêcher d'aller suivre une formation pour obtenir un emploi futur. Pour toutes ces raisons, donc, la mobilité, c'est notre cœur de métier. Et en même temps, c'est une vraie problématique sociale. Et ce, partout dans le monde, que ce soit les pays développés ou les pays émergents, on s'est dit, ça doit être notre sujet. Et puis, le programme à proprement parler, qui est donc le programme Renault Mobilise, qui était présenté par la journaliste, c'est un programme en 3 volets. Et qui, chacun de ces volets a été co-développé avec des acteurs particuliers. Le premier volet, il a été développé avec les professionnels de la réparation automobile. C'est-à-dire les gens, mes collègues, mes confrères et consoeurs, qui sont les spécialistes de la réparation dans le réseau de la marque Renault. Donc ce sont des garagistes avec lesquels on a construit une offre de réparation à prix coûtant pour des bénéficiaires qui sont clairement identifiés par des gens dont c'est le métier, par des services sociaux compétents. Et ces bénéficiaires donc vont obtenir la possibilité d'avoir une réparation à prix coûtant, donc des factures vraiment bien inférieures à ce qu'on peut connaître, parce qu'on a mis en place tout un mécanisme pour cela. Je ne vais pas détailler plus loin ce sujet-là, parce qu'on est allé il y a quelques jours filmer une femme bénéficiaire de ce programme des garages Renault Solidaires qui va nous en parler tout de suite. Il y a un petit peu plus de 2 ans, j'ai voulu me reconvertir, changer de travail. Après 2 ans de recherche d'emploi, je n'ai pas trouvé de poste. À peu près au même moment, les affaires de mon mari ont commencé à chuter pour s'arrêter. À ceci est venu s'ajouter un autre problème, forcément imprévu. C'est-à-dire que notre break est tombé en panne. Une voiture, c'est indispensable. Notamment quand on est en banlieue. Et pour les recherches d'emploi, ça prend plus de temps pour se déplacer, notamment en journée parce que la fréquence des trains est réduite. Donc on a demandé un devis au garage dans lequel la voiture avait été remorquée. Et là, grosse surprise, le devis qui nous a été présenté était juste impensable, colossal. Et puis un jour, je me suis décidée à aller voir un organisme social. On m'a parlé d'un programme de mobilité en partenariat avec les garages Renault Solidaires. Je me suis enfin décidée à téléphoner à la plateforme qui m'avait été indiquée. J'ai eu de la chance d'avoir une conseillère en ligne qui m'a dit écoutez, on ne peut pas vous laisser comme ça et on va vous aider. Elle m'a dit voilà, je vais remplir une fiche de suivi ou de liaison Mobilise. Je vais la transmettre à un garage, donc pas forcément le plus proche de votre domicile, mais celui qui pourra vous prendre le plus rapidement possible. Donc au garage, ça a été très facile. On m'a demandé uniquement la carte grise de mon véhicule. On m'a demandé si un diagnostic avait été effectué, sans aucune question personnelle, sans me demander pourquoi je venais dans le cadre du programme Mobilise. Le garage a changé un certain nombre de choses. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'effectivement, déjà, le tarif qui m'était proposé était un tarif réduit. En fait, c'est la même qualité, la même prestation, même professionnalisme que si la situation financière avait été différente. Ce que je retiens de tout ça, c'est que j'ai bien fait d'appeler cette plateforme. Parce que de toute façon, on ne peut pas se présenter directement dans un garage solidaire. Moi qui n'avais pas de garage attitré, en tout cas Renault, c'est devenu mon garage. Quand je prends ma voiture, en tout cas, je pense à eux. Et ça m'a permis en tout cas de faire évoluer notre situation qui était vraiment très compliquée. Voilà, je
pense qu'il n'y a rien à rajouter sur ce premier volet. Le deuxième volet du programme Mobilise, c'est, on l'a développé avec des entrepreneurs qui créent des entreprises, coopératives, associations, et qui développent des solutions totalement originales de mobilité. Et on les soutient à travers le fonds Mobilise Invest. Là, j'avais prévu de vous raconter 2 histoires, mais je vais en raconter qu'une. C'est l'histoire de Jean, qui est à la tête d'une coopérative à Montpellier, qui s'appelle Mobileco, et qui fait de la location de vélos, de scooters ou de véhicules électriques à des prix très raisonnables, et qui crée des emplois d'insertion dans son entreprise. Voilà le type de société que le fonds Mobilise soutient. Et puis, le troisième volet, eh bien, c'est de soutenir des gens comme Frédéric, qui passent une grande partie de leur vie à réfléchir à tous ces sujets d'une part, mais aussi à former la future génération, c'est-à-dire tous ces jeunes qui ont envie de s'engager dans cette nouvelle économie à laquelle on aspire. Oui, alors à HEC, on a des activités d'enseignement grâce à cette chaire. On a un programme de 2 mois où on forme les étudiants à ces nouveaux business models. Et puis derrière, on a créé ce qu'on appelle un action tank. Donc on est bien dans l'action positive. Et on travaille avec des entreprises comme Renault, comme Schneider Electric, comme Danone, comme Total, comme Veolia, comme SFR. Et à chaque fois, ce qu'on essaie de faire, c'est de les aider à développer des expérimentations de façon à réfléchir, que les entreprises réfléchissent ensemble et puis benchmark leurs initiatives. À plusieurs, on est plus intelligent, en gros. Et ce qui me frappe, parce que ça fait plus de 3 ans et demi maintenant que ça marche, donc c'est sous la houlette de Mohamed Younous, de Martin Hirsch et de Emmanuel Faber, qui est le patron de Danone. On se réunit tous les mois, on fait un point sur les programmes, on essaie de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ce qui me frappe, moi, c'est qu'effectivement, ces programmes n'apportent pas de profit pour les actionnaires à la fin de l'année. Clairement. Donc pourquoi est-ce que les entreprises seraient-elles intéressées à développer de telles expérimentations et de tels business models? Eh bien parce que le profit, il est là aussi indirect. 3 choses très rapidement. La première chose, c'est effectivement l'image de marque et la réputation de l'entreprise. C'est clair, on ne va pas se voiler la face. Mais là où c'est plus intéressant, c'est d'une part la motivation des personnels. Et ça, c'est vraiment très, très important. Ça a déjà été dit beaucoup ce matin. La quête de sens de chacun, c'est la quête de sens en tant que consommateur, mais aussi en tant qu'employé d'une entreprise. Eh bien, on constate que quand les entreprises développent des programmes comme ça, il y a une fierté, il y a une joie d'appartenir à une entreprise qui fait des programmes comme Mobilise et qui peuvent aider des personnes comme on a vu là. Ça, c'est la deuxième chose. Et de participer directement à ceci. Bien sûr. Et puis la troisième chose qui est sans doute la plus importante, c'est le côté innovation. Alors, on peut bien sûr développer de l'innovation, et c'est une innovation très très importante, en développant des programmes dits de low cost. Et bien sûr, ça permet de rendre les produits et services accessibles à plus grand nombre, Free étant un des meilleurs exemples qui soit sur le marché. Et en faisant ça, et Renault a un très très beau programme avec la Logan et Dacia, mais il y a un grands types d'innovations qui sont amenées grâce à ces programmes-là. Quand on fait de l'innovation social business, on a une innovation qui est d'un type nouveau, complémentaire par rapport au low cost, et qui est extrêmement intéressante. Alors, on m'a interdit de parler des projets qui sont maintenant dans les cartons pour Renault, pour Essilor que j'ai pas cité, pour SFR, qui sont des projets qui sont dérivés directement des expérimentations comme Mobilise, en disant tiens, voilà, on a fait ça pour les personnes en situation de pauvreté, qu'est-ce que ça veut dire et comment on se décentre du produit pour se recentrer, là c'est le prof de marketing, désolé, qui reparle, pour se recentrer sur les consommateurs, et en l'occurrence, les consommateurs en situation de pauvreté. Et ça, effectivement, on constate que c'est le principal atout de ces programmes-là, et qui fait que de nombreuses entreprises, et s'il y en a d'autres dans cette salle, on est preneurs, viennent nous rejoindre pour développer des expérimentations ensemble. Voilà, donc pas de profit direct, mais 1, réputation, 2, motivation, et puis 3, innovation. Je te laisse le dernier mot. C'est super bien résumé, merci Frédéric. Oui, moi j'ai rien à rajouter. Pour conclure, j'ai envie de faire appel à vous qui êtes peut-être un entrepreneur ou une entrepreneuse avec un projet, bien sûr, vous l'avez compris, sur des sujets de mobilité. Et bien, si c'est le cas, n'hésitez pas, on peut se parler à la fin de la conférence. On sera en salle M, je crois.